Radio France Bordeaux-Gironde, le procès de Maurice Papon. Mercredi 18 mars, l'avocat général Marc Robert dresse un portrait implacable du fonctionnaire sans état d'âme, pour qui le devoir d'obéissance tenait lieu de ligne de conduite. Il qualifie Maurice Papon de trafiquant de la réalité, manipulateur de la mémoire. Le réquisitoire du procureur général, Henri Desclos, est tout aussi impitoyable. La cour d'assises va encore connaître un moment exceptionnel, lorsque l'accusé s'écrie « c'en est trop », se lève et sort par la porte arrière de son box. Un quart d'heure plus tard, après la suspension d'audience, il présente ses excuses. Le procureur requiert 20 ans de réclusion contre l'accusé. Pour Henri Desclos, il faut tenir compte de la responsabilité de chacun, faisant allusion au supérieur hiérarchique de l'accusé. Mais pour Jean-Marc Varro, de toute façon, la peine de prison équivaut à une condamnation à mort. En réalité, c'est une condamnation à mort qui a été demandée, c'est-à-dire à mourir en prison. Le procureur général s'est fondé sur des hypothèses et quelques demi-vérités. Et il ne nous a pas dit pourquoi il a choisi de retenir les 8 convois alors qu'il n'en avait retenu que 4 il y a 2 ans. Et pourquoi il maintient la complicité d'assassinat qu'il avait abandonné il y a 2 ans sans nous dire la motivation de son changement de conviction. Pour certains avocats des parties civiles, cette demande de 20 ans de réclusion traduit un manque de courage de la part du parquet général. Maître Alain Jakubowicz. Ce soir, on a banalisé le crime contre l'humanité et c'est d'autant plus grave que cela est le fait du représentant de l'État. On a fait de ce procès un procès de cambriolage. Je me demande pourquoi pendant 6 mois, le parquet a soutenu une accusation pour demander aujourd'hui une chose pareille. Il reste un seul sursaut, il reste une seule chance pour sauver l'état de droit, c'est le peuple français qui rendra un verdict la semaine prochaine et j'espère que le peuple donnera la gifle qu'il mérite à l'État, c'est-à-dire qu'il ira au bout de la logique du crime contre l'humanité, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. Du côté des plaignants, les avis sont partagés. La position tout d'abord de Michel Slitinsky. Non, ça ne me choque pas, parce que la perpétuité 20 ans, ça revient au même, à mon avis. La perpétuité, c'est jusqu'à ce qui plie bagage. Les 20 ans, ça revient à peu près au même, parce que je ne pense pas qu'il vivra au-delà de 100 ans. Je suis exigeant. Ce que j'estime prioritaire, c'est qu'il passe une partie de sa vie en prison. Dans le camp des déçus, face à ces 20 ans requis par le parquet général, la position maintenant d'Esther Fogiel. Symboliquement, il y a quelque chose qui ne s'est pas réalisé ce soir, et c'est à ce niveau que je suis déçue. Pas autrement, parce que M. Papon, sa vie est dérisoire pour moi. Qu'il n'aille jamais en prison, je m'en moque. 20 ans ou la perpétuité dite ce soir, ça ne changeait rien pour lui. Mais au plan symbolique, au plan de l'opinion générale, je dirais qu'il aurait fallu symboliquement ce soir déclarer la perpétuité. Voilà. Le lundi 22 mars commencent les plaidoiries de la défense. Marcel Rouxel, tout d'abord, évoque l'anti-procès d'un homme seul face à 6 millions de morts. Francis Villemain, en suivant, s'attache à décrire l'accusé sous un jour flatteur, en mettant notamment en évidence ses actes de résistance. Lorsque son jeune avocat évoque les épreuves subies par son client depuis le début du procès, Maurice Papon craque et se met à pleurer. Francis Villemain à la fin de sa plaidoirie. Il a pris mes mains dans ses mains en me remerciant, en me disant qu'il avait été ému et qu'effectivement, il se laissait rarement aller, surtout en public. Puisque c'est quelqu'un de pudique, je vous le dis. Il aurait voulu retenir ses larmes, il n'y est pas parvenu. J'en éprouve une certaine fierté. J'ai répliqué au ministère public, la résistance n'est pas l'antidote de Maurice Papon, comme vous l'avez dit, monsieur l'avocat général. La résistance, c'est le talon d'Achille de l'accusation. Et j'y crois profondément parce que la résistance révèle l'état d'esprit général dans lequel était Maurice Papon. Mercredi, c'est la foule des grands jours au palais de justice pour suivre le début de la plaidoirie marathon de Jean-Marc Varro. Le principal avocat de Maurice Papon demande l'acquittement de son client qui ne saurait être, dit-il, le bouc émissaire du régime de Vichy. Selon lui, on ne peut être pénalement responsable d'un crime contre l'humanité qu'à une double condition, être complice personnellement et avoir eu pour mobile l'adhésion au plan nazi de la destruction des Juifs d'Europe. Au cours de sa plaidoirie, il utilise le mot « overdose » pour évoquer le fait que la question juive a pris une place de plus en plus importante. C'est enfin, dit-il, le dernier procès de l'épuration, alors qu'à la Libération, il n'avait jamais été question de Maurice Papon. Et puis, dans la nuit, nouveau coup de tonnerre. L'épouse de l'accusé décède. L'accusé prend aussitôt la route pour se rendre dans leur maison de Gretz-Armainvilliers, en Seine-et-Marne.
Le procès est suspendu jusqu'à lundi. Et il reprend avec la suite de la plaidoirie de Jean-Marc Varrot, jusqu'au mercredi où Maurice Papon prend la parole près de 3/4 d'heure. Il évoque tout d'abord son drame personnel, le décès de son épouse, que ce procès déclare-t-il a assassiné. L'ancien haut fonctionnaire attaque ensuite avec violence les arguments des parties civiles et du parquet général. Maurice Papon conclut qu'il ne peut y avoir de demi-mesure entre l'acquittement et la perpétuité. Je suis coupable ou innocent, déclare-t-il. Mercredi 1er avril, 13h45. La cour d'assises se retire pour délibérer. Une longue, très longue attente commence. Le palais de justice se transforme en camp de fortune. De nombreuses parties prenantes dans le procès, mais aussi le public, dorment sur place. Des chants juifs s'élèvent. Il y a de l'émotion, de la fatigue, de la tension nerveuse. Toutes les possibilités sont encore envisageables, de l'acquittement à la perpétuité en passant par la peine intermédiaire. Michel Touzet, avocat des parties civiles, rappelle qu'au procès de Nuremberg, des distinctions avaient été faites sur le degré de responsabilité des hauts dignitaires nazis. Il faut quand même se souvenir qu'au procès de Nuremberg, où il y avait quand même, j'allais dire, le gratin du nazisme, si on peut dire, en dehors des 12 personnes, je crois, qui ont été pendues, il y a eu des peines qui ont été arbitrées de façon diverse par le tribunal international de Nuremberg. C'est-à-dire que finalement, Papon avait une place médiane ou moyenne dans ce crime collectif, ce qui vaut une peine par conséquent qui soit médiane ou moyenne. « 2 avril 1998, après 18 heures de délibéré, à 9h10 exactement, le verdict tombe. Maurice Papon est condamné à 10 ans de réclusion criminelle, assorti de privation des droits civiques, civils et familiaux. La Cour ne retient que les chefs de complicité d'arrestation et de séquestration pour 4 des 8 convois reprochés à l'accusé. La complicité d'assassinat n'est pas retenue. Maurice Papon se pourvoit aussitôt en cassation. Il restera libre jusqu'à la veille de l'examen de son pourvoi. Aussitôt après le verdict, il repart vers son domicile en Seine-et-Marne. C'est dans une ambiance d'une extrême tension que le président Jean-Louis Castagnède prononce le verdict. Et c'est le soulagement dans les rangs des parties civiles. Maurice Papon est en effet condamné. Première réaction, celle de Michel Slitinsky, l'homme qui avait révélé l'affaire il y a 17 ans. On estime que Vichy n'a pas été réhabilité. Ce sont les familles qui ont été réhabilitées aujourd'hui, dans leurs droits et dans leur dignité. Ils restent libres. Notre combat n'est pas terminé. Notre prochaine étape, c'est la demande d'incarcération. Il n'y a pas de triomphalisme. Il y a le sourire de mes amis, la confiance qui m'a été manifestée par une communauté qui au début n'y croyait pas. Alors aujourd'hui, notre combat est couronné d'un succès. Je le dis bien sans triomphalisme. Esther Fogiel, quant à elle, exprime sa déception. Elle ne comprend pas que la complicité d'assassinat n'ait pas été retenue. Je suis à moitié satisfaite. Si vous voulez, je ne comprends pas que la déportation des enfants du mois d'août n'ait pas été retenue pour complicité d'assassinat. C'est une victoire à demi. Enfin, et tout de même, tous ces enfants du mois d'août, ces 80 enfants renvoyés à Auschwitz, ça me paraît aberrant. Et là, à mon avis, les Klarsfeld ont une responsabilité importante. Et il va falloir qu'ils s'en expliquent. Eux qui défendaient les enfants précisément, disons que c'est tout de même une victoire. Il est reconnu coupable. Mais pas de complicité d'assassinat. Et c'est la part la plus importante. La réaction maintenant de Maurice David Matisson, le premier à avoir porté plainte contre Maurice Papon en 1981. C'est un verdict de condamnation. Insuffisant, mais le combat continue. Mais suffisant pour nous restituer dans la nation, pour réparer en nous cette violence historique que nous avons subie et qui s'est ajoutée à notre deuil. C'est une grande victoire. Le mythe péténo-gaulliste qui a nourri une grande partie de l'opinion française avec un mythe entaché de la fange collaborationniste, eh bien, aujourd'hui, il est tombé. Côté défense, Jean-Marc Varrot réagit avec beaucoup d'amertume au verdict. Cette condamnation est condamnable. Elle est condamnable parce que cette grande leçon de mémoire un peu octante, qui a duré près de 6 mois,
ne s'est pas terminé par une leçon de justice. C'est une décision confuse. On écarte des convois, on en retient d'autres. On écarte l'assassinat, bien sûr. On retient l'arrestation. Plus de 50 ans après les événements, la mémoire a fait défaut et la justice. Réaction des avocats des parties civiles avec tout d'abord Gérard Boulanger. Il a été le premier à se lancer dans les poursuites en 81. En disant que la complicité d'assassinat n'était pas acquise, je crois qu'effectivement il y a là un manque criant. Il y a quelque chose qui ne peut être qu'une incitation à aller plus loin dans la réflexion et dans la démonstration. Pas forcément au niveau judiciaire. C'était le premier et le dernier procès de ce type, ça c'est clair. Mais je crois que quand même, il va falloir encore continuer à dire, à expliquer, parce que on a coupé la poire en deux, d'une certaine manière. Je crois que là, ça nous donne la mesure de la tâche qui reste à accomplir. Le sentiment maintenant de celui par qui le scandale est arrivé, Arnaud Klarsfeld. Il est satisfait que la cour d'assises se soit d'une certaine manière placée sur la même ligne que lui. Ce procès n'était pas tourné vers le passé, c'était un procès qui était tourné vers l'avenir aussi pour définir ce que devait être une administration. Et le peuple français a décidé de rejeter une administration prête à accomplir les pires ignominies du moment qu'elle se trouvait couverte par des instructions de sa hiérarchie. C'est un rejet aussi des thèses de crimes de papier. Il faut des documents pour prouver la responsabilité des gens. On ne peut pas dire il est responsable sans fait personnel et c'est ce que les jurés ont décidé. L'émotion passée, le point de vue des historiens désormais s'impose, puisque ce procès a fait qu'une page est tournée sur la perception de la période de l'occupation. Le politologue bordelais Michel Bergès considère que c'est le gaullisme qu'on a assassiné. Le général de Gaulle ne jugeait pas les fonctionnaires sous la contrainte avec les mêmes catégories que les 9 jurés de Bordeaux et les 3 juges qui, eux, étaient sur une autre planète, 60 ans après les faits, dans des vies tranquilles, dans une démocratie plus ou moins calme et stabilisée avec ses problèmes spécifiques. Et peut-être certains y verront-ils une lâcheté de juger les morts et de se projeter avec des catégories moralisatrices et faciles sur des hommes qui, eux, vivaient d'autres drames dans un autre contexte. À travers ce verdict, la cour d'assises de la Gironde reconnaît que dans la machine d'extermination nazie ne figuraient pas seulement des Barbie et des Touviers, mais aussi des intermédiaires zélés, hauts fonctionnaires de Vichy comme Maurice Papon. Michel Massé est professeur de droit pénal à Poitiers. C'était 1. l'allemand, 2. Le français milicien très engagé, 3. le fonctionnaire français d'autorité. Ça n'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, l'essentiel de ce que l'on sait, c'est que cette stratégie a réussi. L'allemand, le milicien, le fonctionnaire sont coupables tous les 3, soit comme auteurs, soit comme complices. C'est vraiment ça l'essentiel. Jean-Pierre Bloch était venu à la barre dire que Maurice Papon n'avait jamais été résistant. L'ancien chef des services secrets du général de Gaulle considère que la condamnation rétablit la vérité. C'est la première fois qu'un haut fonctionnaire de Vichy est condamné pour crime contre l'humanité. Et ça, c'est très important. C'est la condamnation définitive du gouvernement de Vichy qui a tout permis et tout organisé. Mon témoignage a apporté beaucoup parce que j'ai parlé avec des preuves. J'ai pas parlé comme certains qui sont venus donner un brevet à Papon alors que malheureusement pour eux, ils étaient prisonniers en Allemagne. Ils ne pouvaient pas savoir quelle était l'action de Papon. Jacques Chaban-Delmas a suivi le procès depuis son domicile parisien. Ce gaulliste historique, s'il en est, le plus jeune général de la résistance, prend acte de ce verdict et estime que le procès aura une valeur pédagogique. Tout ça n'est pas réconfortant parce que on voit revenir à la surface une période pénible. Il n'est pas mauvais que les jeunes sachent en effet que l'occupation de la France a été une chose horrible. Il faut qu'ils le sachent et qu'il a fallu se battre pour libérer le pays, se battre avec acharnement. On ne juge pas un jugement, on l'enregistre. Lucie Aubrac, enfin, qui symbolise le courage face à l'occupant nazi. Infatigable, elle ne cesse d'expliquer aujourd'hui encore aux enfants le sens de son combat à cette époque. Avec le procès de Bordeaux, elle se dit convaincue que c'est l'idée même de justice qui se trouve aujourd'hui renforcée. Ce jugement va parfaitement m'aider à expliquer que premièrement, il y a une justice en France et que deuxièmement, quand on a fait quelque chose de mal, quel que soit l'âge, on est rattrapé par son passé. C'est le procès de la citoyenneté. Quand on est citoyen d'un pays qui a comme principe liberté, égalité, fraternité, on ne peut pas s'associer à des actes qui sont contraires à l'honneur. Et ça, les jeunes en sont très conscients.
Radio France Bordeaux-Gironde, le procès de Maurice Papon.